Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 3, mercredi 4, je sais plus très bien. Comme je vous disais dans l'épisode 3, je suis reparti de zéro. Et ça me fait un bien de fou. En fait, je me rends compte que c'est un mois et demi de premiers travaux. C'était vraiment plus du brainstorming plutôt que un vrai travail de conception. En fait, cette première étape, je me rends compte que c'était vraiment pour poser toutes les idées que j'avais. Et maintenant que j'ai mis tout ça de côté, que je repars vraiment de zéro, et ben en fait il ne reste que les idées les plus puissantes et que je trouve les plus intéressantes. Et c'est avec ces idées là que maintenant je repars de la base qui est les fiches personnages. Donc voilà, je suis remonté à bloc, c'est trop cool, ça fait du bien de sortir un peu de ce marasme dans lequel j'étais et où j'arrivais pas trop à articuler les choses. Je sens que là vraiment les liens commencent à se tisser et il y a autre chose en fait qui fait que j'ai l'impression que vraiment j'ai débloqué quelque chose dans ma tête, que là toutes les briques commencent à se mettre en place. C'est que j'avais besoin d'un mentor. J'avais besoin de mon Obi-Wan, de mon Gandalf, de mon Hagrid. J'avais besoin vraiment d'avoir quelqu'un d'inspirant pour me guider. Je vais vous expliquer ça tout de suite après. Quand je parle de mentor, ça peut être à la fois des livres, ça peut être à la fois juste quelqu'un qui vous apprend à écrire des romans, donc par exemple au sein d'une formation, qu'elle soit physique, qu'elle soit en ligne, ça peut être des podcasts, ça peut être tout un tas de choses qui fait qu'en fait cette personne-là, ce livre-là, ce podcast-là vous rassure sur le bon déroulé, on va dire, de comment écrire un roman. Et donc j'avais envie de partager avec vous les mentors qui m'entourent pour la conception de ce roman. Des mentors d'abord papier avec Stephen King, écriture, mémoire d'un métier. Voilà, quitte à avoir des bons mentors, autant choisir les meilleurs. Ce livre-là, j'en ai déjà parlé sur Instagram. C'est pas vraiment un manuel de comment écrire un roman, c'est plus une autobiographie. Mais en fait, il donne plein de petits tips pour s'améliorer dans son style. Et voilà, pour moi c'est un livre très important pour les gens qui veulent écrire. Donc je me le relis en ce moment et je crois que comme mentor, on va pouvoir difficilement faire mieux. Ensuite, l'anatomie du scénario de John Troop. Donc comme vous le voyez, on est sur... Le livre fait très peur, l'anatomie du scénario. Alors c'est pas que scénario cinéma, ça peut être des livres, ça peut être des séries télé. En fait c'est vraiment là beaucoup de théories sur comment raconter une histoire avec les personnages, le débat moral, l'univers du récit, les réseaux de symboles, l'intrigue et le tissage des scènes. Donc il donne beaucoup d'exemples, il donne aussi des exercices, mais pourtant ça reste un livre très théorique et donc du coup je trouve que tout seul il peut faire un petit peu peur, ou en tout cas il faut beaucoup de temps pour l'appréhender. Moi je complète ce livre avec un livre qui aussi apprend les bases du scénario, en l'occurrence du scénario de film de cinéma, mais la méthode de travail de cette personne qui s'appelle Blake Snyder. Et j'aime beaucoup comment Blake Snyder, donc qui est un scénariste de cinéma hollywoodien, j'aime beaucoup comment il parle pareil avec une écriture très naturelle, il est franc du collier, c'est beaucoup moins académique, c'est beaucoup plus petit et en fait sa démarche à lui c'est vraiment presque le contraire de John Truby. C'est on va arrêter de se palucher avec de la théorie dans tous les sens pour faire les malins, les réseaux de symboles et tout. Moi je vais vous expliquer comment en 12 étapes vous écrivez un scénario qui va se vendre des millions. Et donc du coup le livre en tout cas il fait 130 pages, c'est très condensé et ça va vraiment à l'essentiel. Et dernier livre ceux qui ont envie d'apprendre à comment écrire un roman policier, une série policière, un film policier, pour moi c'est indispensable de lire Enquête d'émotion de Vincent Robert, qui est un scénariste français, cocorico, et qui a écrit, pareil, c'est un petit roman, donc ça se lit assez vite, pareil, 150 pages, et alors c'est
plus à destination des séries ou des films policiers, mais les auteurs de romans policiers y trouveront totalement leur compte. Pareil, on est sur pas mal de... Alors, on est à la fois sur la théorie, théorie du suspense, théorie de l'émotion, mais on est quand même aussi un peu dans la pratique concrète, donc avec de la structure, avec comment préparer ses suspects, comment écrire des modus operandi efficaces, comment caractériser la victime, comment caractériser le tueur, enfin voilà, c'est vraiment à destination de ceux qui veulent écrire des enquêtes criminelles. D'ailleurs, c'est le sous-titre du livre, une autre approche pour l'écriture d'une enquête criminelle. Pour moi, c'est un indispensable qu'il faut lire. Donc voilà un peu mes quatre piliers qui m'entourent pour l'écriture de ce nouveau roman. Mais je me rends compte que j'avais besoin d'entendre une voix, j'avais besoin de suivre des cours, voir vraiment une personne, alors pas forcément physique, parce que comme j'habite maintenant dans le sud, j'ai pas forcément l'occasion de suivre des formations de comment écrire un roman, comment écrire du suspense et tout, en tout cas de me rendre dans des écoles. Je me suis quand même pris des formations en ligne parce que je me rends compte que même si c'est hyper complet, ces livres-là, on est quand même seul face au papier. Et même si la personne elle écrit hyper bien, même si c'est hyper simple, c'est toujours moins clair que une personne qui te parle à haute voix, avec qui peut-être potentiellement tu peux poser des questions pour clarifier. En plus de ces 4 livres, voilà, je me suis inscrit pour l'instant à une formation. C'est l'auteur Cécile Duquesne qui a une école d'écriture en ligne qui s'appelle Savoir écrire, je crois. Et donc voilà, je me suis pris pour l'instant une formation. Elle a une formation sur les personnages, parce que là je suis vraiment en plein dans la conception de mes personnages et notamment de mon adversaire, de mon antagoniste, mais ça je vous en reparlerai un petit peu après. Et ça me fait du bien. C'est pas du tout un placement de produit, je ne connais pas cette autrice. Je suis tombé sur sa formation et voilà, je voulais juste vous le partager. Il y a plein d'autres formations en ligne. Je vous reparlerai plus tard d'autres formations, d'autres auteurs pour d'autres étapes de l'écriture, mais ça me semble hyper important de pas vous mentir et pas vous dire ouais, mais en fait moi j'ai juste besoin de ces 4 romans et voilà, et en fait moi j'ai tout dans la tête, et non, pas du tout, c'est mon 3e roman et je me rends compte quand même que j'ai toujours besoin et toujours envie de suivre des formations parce que ça me passionne en fait, raconter des histoires. Et j'aime découvrir des nouvelles manières d'apprendre et j'aime découvrir des nouvelles formations. Ça m'empêche pas moi-même d'avoir créé des formations. Je vais vous mettre les liens en description, mais j'ai créé une formation sur comment écrire son premier roman. J'ai aussi une formation de comment écrire un roman policier. N'hésitez pas à aller checker. Moi, je continue cette semaine à peaufiner mes personnages. Je suis à l'étape où vraiment... et c'est trop bien, c'est trop agréable, mais voilà, je sens que mes personnages, ils prennent vie, qu'ils commencent vraiment à avoir la complexité, qu'ils commencent vraiment à vivre par eux-mêmes et je commence vraiment à les connaître comme s'ils existaient. Cette semaine, j'aimerais bien terminer ces fiches personnages et surtout terminer mon antagoniste. Et donc, comme je vous disais, je vais parler plus en détail de la conception d'antagoniste. Petit aparté, j'avais envie de vous parler de la thématique. Je sais plus si c'était dans l'épisode 1 ou 2, je vous ai un peu rabâché que voilà, il faut absolument tout construire autour de la thématique, que la thématique c'est ce qu'on prend en premier, c'est ce qu'on conçoit en premier. Et en fait, je me rends compte que j'ai tort. En tout cas, je me rends compte que j'ai eu tort pour ce roman-là. Donc ma méthode évolue, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que un des blocages que j'avais, c'était que j'avais voulu concevoir la thématique en premier et élaborer mes personnages autour de cette thématique. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout naturel parce qu'en fait, je forçais mes personnages à avoir un lien plus ou moins étroit avec cette thématique. Ça ne crée pas des personnages organiques. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de côté la thématique avec laquelle je voulais travailler. Et j'ai conçu mes personnages. Donc j'ai refait les fiches personnages, j'ai fait leur background, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait une thématique commune à ces personnages, qui n'était pas du tout la thématique que je voulais aborder initialement. Mais en fait, je trouve ça mieux
parce que je réalise que comme ça, avec les personnages qui fait en premier et qui après font ressortir une thématique, en fait, je me rends compte que c'est beaucoup plus personnel et c'est beaucoup plus organique parce que c'est les personnages qui vont créer cette thématique. Mes personnages sont plus vivants, sont plus authentiques, ils sont pas enfermés dans un carcan, enfermés dans une thématique, donc ils ont plus de subtilité. Et en fait, je me rends compte que quand même, après avoir fait les 5-6 personnages principaux, il y a une thématique qui s'en dégage. Donc je vais continuer à travailler là-dessus. J'ai bientôt fini mes fiches personnages, donc ça c'est très cool. Je vais pouvoir passer à la suite très bientôt. Parenthèse fermée, maintenant j'ai envie de vous parler de comment est-ce qu'on crée un antagoniste. Donc, parce qu'en fait là je suis en train vraiment de travailler mon antagoniste, j'ai mon protagoniste, j'ai mes personnages secondaires, mais voilà, en ce moment je travaille sur mon méchant, ou mes méchants. Parce que c'est là où j'ai envie d'en venir aujourd'hui, c'est écrire du thriller et écrire du polar. Ça implique d'écrire des antagonistes qui sont un petit peu différents de ce qu'on pourrait retrouver dans un roman fantastique, dans un roman de science-fiction. La simple et bonne raison que l'antagoniste principal, en fait, la majeure partie du temps du roman, on ne le voit pas, ou en tout cas on n'a pas conscience que c'est lui l'antagoniste. Parce que si on prend l'exemple d'un roman polar de type whodunit, donc en gros qui l'a fait, donc qui a tué, en fait tout le jeu de l'enquête c'est de découvrir à la fin qui a tué Madame Michu. Le problème c'est que jusqu'à la fin, le lecteur ne sait pas que c'est lui qui a tué Madame Michu. Et donc il ne peut pas l'identifier comme un antagoniste. Et donc voilà, j'ai envie de vous partager un certain nombre de petits conseils pour écrire un antagoniste réussi pour un roman de polar et thriller. Le premier conseil, c'est que votre antagoniste doit être indispensable. En fait, j'entends par là indispensable, c'est qu'il va venir titiller les faiblesses de votre héros. Et titiller est un doux euphémisme. En gros, il faut qu'il aille au frontal, il faut qu'il attaque en permanence les faiblesses de votre antagoniste. Parce que en faisant ça, du coup, le héros va devoir surmonter ses faiblesses et va donc évoluer. Et c'est un point hyper important dans un roman, peu importe le genre, c'est que votre protagoniste doit évoluer. Il ne doit pas être le même au début du roman et à la fin du roman. Deuxième petit conseil, il faut que votre antagoniste, par beaucoup d'aspects, comme je l'ai dit, doit être différent de votre héros, mais ils doivent aussi être similaires. Par exemple, ils peuvent partager le même objectif, mais en ayant une morale différente, on va dire. C'est le cas par exemple du film Prisoners. Il y a un père de famille qui essaye de retrouver sa fille qui a été kidnappée, et il y a un enquêteur qui est chargé justement de retrouver sa fille. Les deux ont le même objectif, c'est retrouver cette petite fille, mais ils n'ont pas du tout les mêmes méthodes et pas du tout la même morale. Le troisième conseil, et en fait c'est un conseil qui va sûrement regrouper tous les conseils que je vais vous donner, et c'est sûrement le plus important, c'est faites une fiche personnage de votre antagoniste, avec ses faiblesses, avec ses objectifs, avec ses forces, avec tout son background écrit. Le background c'est hyper important parce que ça va le rendre plus humain, parce que voilà, ça va pas juste être le méchant diabolique un peu cliché où on sait pas trop pourquoi il fait telle chose ou telle chose. Non, avec un background vraiment écrit, voilà, ça va le rendre plus humain et on aura beaucoup plus d'empathie envers votre antagoniste. Donc fiche personnage, c'est très très important. Dans ma fiche personnage de mon adversaire, voilà, j'ai nom, prénom, âge, lieu de naissance, son allure, disons son aspect physique, on va dire, avec son visage, s'il a un signe particulier, sa plus grande peur. Ça c'est quelque chose que je vous ai pas dit dans l'épisode 1 où je parlais de fiche personnage, mais je l'ai rajouté récemment. Je trouve ça intéressant dans des fiches personnages de rajouter la plus grande peur du personnage. Et un adversaire, un antagoniste, ça a aussi
des peurs, et donc ça me semble important de mettre sa plus grande peur à votre antagoniste. Les objectifs de l'antagoniste, bien évidemment. Je suis en train de lire mon carnet, hein, c'est pour ça que je vous regarde pas. Les faiblesses, besoin moral, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il aurait besoin de faire pour respecter la morale. En général, l'antagoniste ne le fait pas du tout. Besoin psychologique, souvent, c'est voilà, ça rejoint un peu son objectif, c'est pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait. Donc ça peut être tuer des gens, mais ça peut être les kidnapper, voilà. Souvent dans les thrillers et les policiers, c'est souvent du kidnapping ou du meurtre. Donc pourquoi est-ce qu'il fait ça et quel est son désir derrière ça. Je mets également ses valeurs, ses forces, on va dire, s'il a un talent particulier, et les moyens déployés pour atteindre ses objectifs et son désir. Donc souvent, mais voilà, n'hésitez pas à être originaux. Les moyens déployés, c'est tuer, c'est kidnapper, c'est mentir, c'est cacher la vérité, voilà, c'est souvent pas très légal. Et donc après j'écris le background de mon personnage, et je note aussi également l'évolution que le personnage aura. Alors l'évolution d'un antagoniste, c'est un peu plus compliqué, donc on va en rediscuter après dans les conseils suivants. Conseil suivant, c'est plutôt une réflexion, comme je vous disais, par rapport au genre policier thriller. En fait, comme notre antagoniste principal est invisible la plupart du roman, en tout cas on va dire 90% du roman, si on est sur un whodunit bien évidemment, si vous partez sur un autre type de polar où l'antagoniste est connu par le lecteur dès le début, ce conseil, cette réflexion ne vous concerne pas. Mais pour ceux qui, comme moi, écrivent plutôt des romans whodunit où une partie, en tout cas, du plaisir de lecture, c'est savoir qui a fait le coup. Moi, pour l'instant, mon conseil que j'ai à donner, c'est que vous allez avoir deux antagonistes. Vous allez avoir l'antagoniste invisible, donc l'antagoniste principal, celui qui en général fait les choses les plus atroces, donc qui tue, qui kidnappe, etc. Mais vous allez avoir un antagoniste visible qui est hyper important parce qu'en fait, sinon, votre protagoniste va affronter personne jusqu'à la fin du roman. Donc, antagoniste visible, antagoniste invisible. L'antagoniste visible peut le rapprocher à ce que John Truby, dans son livre L'anatomie du scénario, appelle le faux adversaire. Donc, c'est quelqu'un qui va rentrer en conflit avec votre protagoniste, mais qui, soit au final va s'avérer être plutôt un allié, soit au final va s'avérer plutôt un suspect qui se trouvait un peu au mauvais endroit, au mauvais moment. Et voilà, ça peut être un complice, tueur principal, et que donc l'antagoniste invisible se cache derrière tout ça. Donc voilà, ça peut être un suspect, ça peut être un complice, ça peut être très bien un proche de votre protagoniste, hein, ça peut être quelqu'un proche de lui qui essaie de lui mettre des bâtons dans les roues dans son enquête pour X et Y raisons. Ça peut être un collègue policier. Si par exemple votre protagoniste est un policier, ça peut être un autre policier qui va pas avoir la même morale, comme je disais dans Prisoners. Un autre exemple que je pourrais vous citer, c'est dans le film Memories of Murder de Bong Joon-ho. L'antagoniste visible, ce sont les deux partenaires qui en fait ont pas du tout les mêmes méthodes et voilà, qui vont créer du conflit. Mais voilà, ça c'est des antagonistes visibles. L'antagoniste invisible de Memories of Murder, c'est le tueur en série qui continue à être actif. Et en parlant d'être actif, l'antagoniste invisible, c'est pas parce que il va apparaître à la fin dans l'ultime pirouette, l'ultime révélation, et voilà, ah ouais, c'était lui le tueur, ok super, c'est un super livre. Il faut que votre antagoniste invisible reste actif. Donc il faut qu'il continue peut-être à tuer, il faut qu'il continue à essayer de cacher des preuves. Voilà, votre antagoniste invisible, c'est un fantôme qui reste actif tout le long du récit. Parce qu'en fait, quelqu'un qui a, on va prendre un exemple de quelqu'un, une enquête sur un meurtre, quelqu'un qui a tué et qui voit les policiers se rapprocher de lui, ne va pas rester en pantoufle chez lui avec sa pipe en mode bon, oh bah, il devrait plus tarder là, je pense. Il devrait plus tarder. Non. Voilà, il faut qu'on sente sa présence tout le long du roman et pas que ça soit juste un meurtre au début, une enquête, ah bah c'était lui, bon bah prison, fin. Et donc, petit conseil dans le conseil, quand vous allez faire votre structure, on parlera de la structure dans le prochain épisode, c'est promis, pensez à ce personnage, pensez à votre antagoniste invisible et écrivez ce qu'il fait, même si vous l'écrivez pas dans le roman, mais c'est important pour vous de savoir qu'est-ce que fait cet antagoniste, qu'est-ce que fait cette personne, qu'est-ce que fait ce criminel,
Et même si sur 10 actions qu'il va faire, vous allez en parler que de une dans votre roman, au moins voilà, comme ça, vous l'intégrez vraiment comme personnage de votre histoire et ça vous permet de rendre son activité, même si elle est invisible pour la plupart du temps, la rendre plus tangible et plus réelle, on va dire. Donc voilà, un petit peu pour les deux antagonistes que je pense intéressants dans un roman thriller polar, c'est invisible et visible. On revient sur l'idée d'une évolution. Comme je disais, votre héros, votre protagoniste va évoluer, et votre antagoniste, est-ce qu'il évolue aussi? Alors c'est un petit peu plus compliqué. En fait, on va reprendre nos deux exemples d'antagonistes invisibles et antagonistes visibles. L'antagoniste visible, ou faux adversaire donc, il va évoluer. Parce que c'est pas... parce que même si vous en faites un complice, vous pouvez le faire évoluer comme le héros, et d'ailleurs c'est hyper important que cette personne-là, que ce personnage-là évolue. L'antagoniste invisible, donc le grand méchant, on va l'appeler le grand méchant, lui en fait, dès le début de votre roman, on va dire que son chemin est déjà fait, qu'en fait sa détermination est faite. Votre roman commence par une enquête sur un kidnapping. L'antagoniste invisible qui a fait ce kidnapping, lui il est arrivé au bout de son chemin pour en arriver à un extrême pareil. Sauf, je pense qu'on peut faire une exception pour, on va dire, la confrontation finale avec le héros. Je pense que sur certains romans, peut-être pas pour tous, mais sur certains romans, à vous de juger quand vous le sentez pour pas que ça fasse trop cliché, pour pas qu'on tombe dans le cliché Naruto. Pour ceux qui connaissent pas, Naruto, donc c'est un personnage de manga qui a une compétence incroyable. Des plus grands méchants, il lui suffit de lui dire un discours sur l'amitié et sur l'amour, et le grand méchant fait « Ah ouais, en fait c'est vrai, ouais, t'as pas tort, bon bah ça y est, maintenant je suis gentil ». Voilà, il faut pas que ça tombe là-dedans, mais je pense qu'en l'amenant de manière un peu subtile, on peut faire évoluer ce personnage, justement parce que vous l'avez rendu plus humain dans son background. Si vous arrivez à toucher sa corde sensible, on va dire sa faiblesse à l'antagoniste invisible, je pense que vous pouvez le faire renoncer par exemple à tuer quelqu'un pour une prise d'otage par exemple. Vous n'allez pas le rendre voilà, un tueur en série à la fin, il va pas se mettre à pleurer. Ah non mais en fait c'est vrai, j'ai fait n'importe quoi. L'amour c'est bien, l'amitié aussi. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais voilà, des petits actes comme ça, des petits renoncements peuvent faire évoluer l'antagoniste invisible. À la fin, je pense à la confrontation finale. Restez quand même... on va dire, dans la subtilité, dans la crédibilité. Septième conseil, pour parler de crédibilité, juste un petit conseil comme ça, voilà, le background c'est hyper important pour rendre votre antagoniste crédible. Je trouve que c'est très compliqué de créer quelqu'un de méchant qui est méchant parce qu'il est méchant et c'est tout, il s'habille en noir et il fume des gros cigares et lui ce qu'il aime c'est voir les enfants souffrir. C'est compliqué si vous ne lui faites pas un background derrière, si vous créez pas tout un lore autour du personnage qui va le rendre plus humain. Huitième conseil, le rendre humain. Ça passe par tout ce que je vous ai dit, ça passe par créer des fiches personnages, ça passe par créer son background. En fait, si vous réfléchissez à tous les méchants un peu iconiques de romans, de cinéma, que ça soit le Joker, que ça soit Dark Vador, en fait, on les aime, voilà, parce qu'ils ont un côté iconique, donc effectivement, ils incarnent le mal, mais derrière ce mal, il y a un humain, et donc c'est hyper important de rendre votre antagoniste le plus humain possible. Pourquoi le rendre humain? Parce que en faisant ça, en créant un background, en créant une histoire, en créant des justifications, même si c'est compliqué de justifier les actes d'un tueur en série, c'est pas ça. Au contraire, c'est de créer de l'empathie. En fait, l'empathie, c'est pas dire ah oui, je suis d'accord, c'est avec une explication, avec un background, avec un cheminement psychologique, eh ben, on arrive à comprendre et on arrive à se mettre en empathie. Et c'est hyper important que votre lecteur soit pas juste en empathie avec votre protagoniste, avec ses potes, avec voilà, il faut qu'il soit aussi en empathie d'une certaine manière avec votre antagoniste. Mes fiches personnages, j'ai collé la photo d'un acteur. Donc voilà pour un petit peu tous ces conseils, sûrement que j'en ai oublié d'autres. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à me dire si vous avez d'autres conseils à donner pour créer des antagonistes vraiment impactants. J'espère que dans l'épisode 5, déjà l'épisode 5, putain c'est ouf. Dans l'épisode 5, on va reprendre la structure parce que voilà, j'ai
terminé, on va dire, mon carnet, j'ai terminé mes personnages, j'ai terminé un petit peu, voilà, 2-3 informations d'univers, on va dire. Et donc là, je suis très content. Et donc là, il faut que j'attaque la structure. C'est la prochaine grosse étape. Donc on va reprendre tout ça ensemble tranquillement. Bon écoutez, je vous laisse là pour cet épisode 4. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir les livres dont je vous ai parlé pour apprendre à écrire. N'hésitez pas à aller voir les formations dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à aller voir mes formations aussi si ça vous intéresse. Et puis moi, du coup, je vous dis à très bientôt, exactement dans 2 semaines pour l'épisode 5 de la série En cours d'écriture. Portez-vous bien et écrivez bien. Ciao!